Ok, donc on a honnêtement, c'est-à-dire il y a un sujet en ce moment qui sert. La chose la plus difficile, c'est toujours d'aller chercher ce qui doit nous préoccuper. C'est-à-dire, au bout du compte, si on traverse tout ce qu'on traverse, c'est qu'on n'est pas préoccupé par la chose qui doit nous préoccuper. Donc comment dire, le but, c'est-à-dire le but de l'étude, c'est d'aller se recentrer sur ce qui doit nous préoccuper et d'aller chercher à résoudre les difficultés dans lesquelles on se trouve. Il y a un Rashi, je vais commencer avec le premier Rashi de la Torah. On va essayer de l'analyser. Il y a le premier Rashi de la Torah qui est très connu, qui dit la chose suivante. Il dit Amar Rabbi Yitzhak, il ramène au nom de Rabbi Yitzhak, Lo hayat tzarich latril et à Torah, et là me'ar chodesh hazeh lachem, chez mitzvah rishona, chez istavuba Israël. Ouais, c'est-à-dire que on aurait dû commencer la Torah par Achodesh hazeh lachem, la mitzvah de Rosh Chodesh, qui est donc dans Parashat Shemot. Pourquoi? Parce que c'est la première mitzvah de la Torah. Ouais. Et donc, les commentateurs les expliquent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais. Il veut nous dire que quoi? Qu'en vérité, le livre de la Torah, c'est un livre de mitzvot. C'est un livre de mitzvot. C'est-à-dire, c'est un livre qui est censé nous adresser ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. La pratique. Ah, il dit, mais pourquoi on a commencé par Bereshit? Pourquoi on a commencé le livre de la Torah par l'histoire de la création du monde, les patriarches, et tout ce qui a précédé le don de la Torah? Et il dit, parce que, en vérité, Hachem, il a voulu nous donner l'histoire des nations. Koach Ma'asa Vigid Lamo, il s'appuie sur un verset qui dit que quoi que la force de ses actions, Hachem, il le raconte à son peuple, la tête l'aime Nachalat Goïm, dans le but de leur donner l'héritage des nations, dans le but de leur donner l'histoire des nations. Ouais. Là aussi, cette réponse-là, elle n'est pas très claire. Qu'est-ce qu'elle veut juste dire? Elle veut juste dire que quoi? Que même l'histoire des nations appartient à Israël. C'est-à-dire, en vérité, il y a quelque chose qui a précédé les mitzvot, que normalement on n'aurait pas dû raconter dans la Torah, parce que c'est pas le but. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'histoire des nations, l'histoire du monde, la création du monde, tout ça, c'est pas le sujet de la Torah. Le sujet de la Torah, c'est les mitzvot. Seulement, on a raconté l'histoire des nations pour justement attribuer ça, pour montrer que quoi, que même l'histoire des nations appartient à Israël. D'accord? C'est une question fondamentale. Si vraiment le but de la création c'était la Torah, comment ça se fait que tu n'as pas donné la Torah tout de suite? Ouais, on a attendu 2448 ans avant de recevoir la Torah. Donc ça veut dire quoi? Il y a eu 2000 ans, plus de 2000 ans sans Torah. Un monde qui tourne à vide. C'est-à-dire, presque un tiers de l'histoire du monde, un peu plus qu'un tiers que l'histoire du monde, qui tourne sans Torah, qui n'a pas de... Et là, il dit quelque chose de surprenant. Il dit maintenant, pourquoi on a commencé par Bereshit? Pourquoi on nous a donné l'histoire des nations? Parce que, il dit un truc qui n'a aucun rapport. Shim Yomru Umot Haolam. Dans quel but il fait ça? Pourquoi il veut nous signifier que l'histoire des nations appartient à Israël également? Pourquoi? Pour résoudre un problème. Chez Im Yomru Umot Haolam, que si les nations viennent un jour dire à Israël, Listimatem, vous êtes des voleurs. Chez Kavashtem Artsot Shivagoim, parce que vous avez conquis le territoire des 7 peuples. Em Omrim la Em, Kol Haaretz Shel HaKadosh. Qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre? Grâce au fait que la Torah commence par Bereshit et non pas par les mitzvot, on va pouvoir leur répondre que la terre elle appartient à Hachem, et par sa volonté il leur a donné, il leur a enlevé, et il la donne à celui qui est droit à ses yeux. Et donc c'est par le biais de l'ouverture de la Torah par l'histoire des nations, plutôt que par les mitzvot, qu'on va pouvoir répondre à cette accusation. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'entendre dans Rashi qu'il y a bien une accusation fondée. Elle est fondée, cette accusation. Au point que Akadosh Baruch Hu a besoin d'ouvrir toute la Torah par autre chose que le sujet de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot. Il est obligé d'aller chercher l'histoire des nations et de le coller à la Torah pour dire, voilà, vous savez, vous pourrez répondre à cette question-là. En vérité, il y a plusieurs questions à se poser. En vérité, nous, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas avec la préoccupation de répondre à cette question. C'est-à-dire, ok, les nations elles disent qu'on est des voleurs. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça va nous changer? Pense ce que tu veux, on est des voleurs. Et après, pourquoi on a besoin tellement de répondre à cette question? Pourquoi cette question-là, elle est préoccupante?
Ouais. Juste essayer de comprendre la gravité de la situation. C'est-à-dire que ici, on n'en fait pas une question anecdotique. C'est pas simplement une histoire d'antisémitisme. C'est fondamental, au point que la Torah, c'est-à-dire l'écriture de la Torah, ouais, la structure même de la Torah va changer en fonction de cette question-là. C'est plus qu'une question d'antisémitisme. C'est pas que les nations elles viennent disent vous êtes des voleurs, vous avez piqué la terre d'Israël, etc. Non, c'est une question essentielle à laquelle on doit répondre. Au point que la Torah va se révéler autrement que ce qu'elle aurait dû être pour pouvoir répondre à cette question. D'accord? Et maintenant, je pose une deuxième question, c'est, au bout du compte, combien les nations en ont à faire de la Torah? C'est-à-dire, ok, cette réponse-là, elle n'aurait pas pu se faire sans qu'on ait écrit la Torah par Bereshit. Ok, réponds. Dieu, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui décide, etc. Juste parce que tu as ouvert par Bereshit, alors ça y est? Ouais. Et troisième question, c'est quoi? C'est que, de toute façon, même après, dans les mitzvot, à partir de Chodesh Hazelachem, c'est marqué des dizaines de fois que les bénis Israël doivent aller conquérir la terre. C'est une mitzvah, et qu'ils doivent être sur leur terre, et qu'ils doivent pratiquer la Torah et mitzvot sur leur terre. Donc, pourquoi ils vont croire cette partie de la Torah plutôt qu'une autre? C'est-à-dire, pourquoi ils vont se référer à cette partie de la Torah plutôt qu'une autre? Ouais. Dans tous les cas, ce que l'on voit, on voit quelque chose ici de, de précieux. C'est quoi? C'est que la justification d'être propriétaire de la terre d'Israël ne se fait pas par le biais des mitzvot. Rashi le dit clairement. C'est-à-dire, si on avait commencé la Torah par Chodesh Hazelachem et qu'on s'était contenté d'écrire dans la Torah que les mitzvot, qui est le sujet de la Torah, on n'aurait pas raconté l'histoire qui a précédé les mitzvot, on n'aurait pas pu répondre. On n'aurait pas eu la réponse. C'est-à-dire que le fait que Hachem il nous ait dit, tu sais quoi, t'as une mitzvah d'aller conquérir la terre d'Israël, t'as une mitzvah d'habiter la terre d'Israël, eh bien ça, c'est pas une justification de ta propriété de la terre d'Israël auprès des nations. Ça, tu peux pas le justifier à partir de ça. Ça, c'est un point fondamental, c'est un point précieux. Ouais. Pourquoi? Parce que tu pourrais très bien tomber dans le piège et dire, Dieu il m'a dit, c'est ma mitzvah, voilà, ce que tu as à dire, ça devrait être suffisant. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a reçu la Torah. Hachem, il a dit, cette Torah-là doit être pratiquée sur la terre d'Israël. Pourquoi ça ne te suffit pas? Pire que ça, c'est pas que ça ne te suffit pas, c'est que c'est pas une réponse. Ouais. Est-ce que vous sentez l'enjeu de ce qui se passe ici? C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, ce que dit ici Rashi, c'est quelque chose de terrible. Tu justifies pas ta propriété de la terre d'Israël par le biais des mitzvot. Ouais, c'est clair ici, net et précis. Auprès des nations, c'est pas un argument. Et non seulement c'est pas un argument, mais en plus de ça, c'est pas une réponse. Ok, je dois pratiquer la Torah et mitzvot à Jérusalem. On a affaire de toi. T'as le droit d'être un voleur? Parce que tu pratiques la Torah et mitzvot, t'as le droit d'être un voleur? Non, tu peux pas. Parce que Hachem t'a dit tu vas conquérir la terre d'Israël, que tu as le droit de voler la terre des gens. Ouais. La seule réponse, c'est quoi hein? C'est on a commencé la Torah par Bereshit. Ouais. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a donné l'histoire des nations à Israël. C'est-à-dire que même l'histoire des nations appartient à Israël. Et donc, Hachem, il décide à qui revient la terre d'Israël en fonction de la droiture des gens qui vont l'occuper. Mais rien à voir avec les mitzvot. Dont là, on va encore plus que ça. C'est quoi hein? C'est que cette droiture-là, elle est indépendante de la pratique de la Torah et les mitzvot. Ouais. Parce que si maintenant mon obligation d'être sur cette terre-là aurait été suffisante pour justifier ma propriété de la terre d'Israël, je dis bon, ok, vous voyez bien, Hachem nous a donné la terre d'Israël, c'est suffisant. Ouais, on pourrait amener un verset de la Torah. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. À l'ONU, tu arrives, tu viens, tu dis voilà, regardez, c'est marqué dans la Torah, là, Hachem, il a donné la terre d'Israël au béni Israël. Ouais. C'est pas une réponse, c'est pas ça la réponse qu'on attend. D'accord? En tout cas, ça répond pas à la question. Maintenant, à partir de là, on va essayer d'approfondir. Qu'est-ce que oui répond? Quelle est d'abord cette réponse-là que Rashi donne? Et puis en plus de ça, c'est-à-dire, quel est l'enjeu de cette question? Ouais. Quand Rashi vient nous dire que la terre d'Israël, elle nous est justifiée auprès des nations, on répond à une question. C'est une vraie question. L'istime athème, c'est une accusation. Vous êtes des voleurs. Ouais. Ici, on a une ouverture de compréhension pour comprendre c'était quoi le comportement des Méraglim, des explorateurs.
qu'est-ce qui se passe? On a vu récemment que les explorateurs, c'était l'élite d'Israël, donc des personnes qui étaient liées profondément à la Torah et aux mitzvot, des gens qui ont assisté au don de la Torah. Donc évidemment, pour eux, tout est assez clair et évident. D'accord? Et dans ce don de la Torah, il est évidemment signifié que on doit aller sur la terre d'Israël. D'accord? Donc c'est une mitzvah. Et là, cette mitzvah-là, elle dérange. Elle dérange, ouais. En tant que mitzvah, elle dérange. Pourquoi? Parce que cette terre-là ne correspond pas. Elle ne nous correspond pas. Elle n'est pas bonne pour nous. Ouais. Ces gens-là disent qu'elle n'est pas bonne pour nous. C'est-à-dire c'est des gens qui ont reçu la Torah au Sinaï qui disent cette terre-là, elle n'est pas bonne pour nous. D'accord? 10 sur 12, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui a pas marché dans leur tête? Ouais, si c'est juste l'enjeu de dire non, cette terre-là, elle me plaît pas, je préfère ici que là-bas. C'est sûr que ça c'est pas. Mais en vérité, on voit que on peut dire de manière, à partir de ce rachis-là, on peut dire qu'ils étaient tellement liés au Sinaï et à la Torah et les mitzvot qu'ils avaient en vérité la question des nations. Ils avaient la question des nations. Ils disent attends, je comprends pas. Nous, tu nous as donné la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot ne nécessitent pas de prendre une terre. Elle n'implique pas de prendre une terre. Tu me l'imposes par le biais des mitzvot. Mais la nature des mitzvot s'oppose, à répondre à la question des nations. L'istimatem. Vous êtes des voleurs. Donc quand ils arrivent, ils disent, par logique, ils ont exactement le même argument que les nations. Ils disent, je comprends pas. On est au Sinaï, on a pratiqué la Torah et les mitzvot, on est proche de toi. Qu'est-ce qu'on va aller faire sur une terre? C'est là-dedans que tu veux nous rentrer? C'est là les mitzvot. Quoi? Les mitzvot, elles sont sur la terre. Très bien, mais les mitzvot ne justifient pas d'être un voleur. C'est-à-dire, Rachid te dit, attention, les nations, elles vont venir, elles vont dire, vous êtes des voleurs. Le fait que Hachem t'a dit, va faire la Torah et les mitzvot sur cette terre, ça peut pas répondre à cette question-là. On est des voleurs. Pour le problème de Marion, c'est pas nous qui doit le faire. Pour eux, c'est Bah, pareil, la même question. mais c'est pas que eux, c'est que nous aussi. C'est-à-dire, le type, il arrive en face de toi, il dit, c'est comme si demain, tu arrives, tu dis, voilà, je dois mettre les tefilines, d'accord? Dieu, il m'a dit, je dois mettre des tefilines. Qu'est-ce que tu fais? Tu piques les tefilines de ton voisin, et tu les mets. T'as le droit, C'est pas parce qu'Hachem, il t'a dit, tu mets les tefilines, que t'as le droit de piquer les tefilines de ton voisin. Tu veux faire le loulav, hein, tu prends le loulav de la personne, ou la vagazoul, ça marche pas. Ouais. Donc la même chose, il vient te dire, je comprends pas, tu veux quoi? On sort du Sinaï, on est au Sinaï, on applique la Torah et les mitzvot. Tu nous demandes d'aller habiter la terre d'Israël. Mais l'istimatem, vous êtes des voleurs, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est quoi? Maintenant, l'argumentation des nations, elle est bien plus profonde que ça. C'est-à-dire, l'istimatem, c'est-à-dire, vous êtes même pas, vous êtes comment on appelle ça, non, pas des bandits, des imposteurs. Vous êtes des imposteurs, Hazak. Vous êtes des imposteurs, pourquoi? Parce que justement, ce que dit Rashi ici, c'est quoi? C'est que la nature de la Torah et des mitzvot, c'est justement contraire à ce procédé. C'est contraire à ce procédé. Tu peux pas, toi, te réclamer de la Torah et des mitzvot et d'être attaché à Hachem et d'être attaché à une dimension spirituelle et aller conquérir une terre qui t'appartient pas. C'est-à-dire, quel est le lien entre les deux? Et les explorateurs viennent et eux, c'est leur problème. C'est là qu'ils ont fait une faute. C'est une faute qu'ils ont fait. Mais d'accord, mais où elle est la faute? C'est-à-dire, on comprend que pour eux, c'est sûr et certain que si nous, on avait été à leur place, on n'aurait pas été ni Yoshua ni Kalev. On aurait été les autres. Ouais. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on comprenne, ouais. Il faut qu'on comprenne quelle est la faute des explorateurs ici. Et pourquoi c'est pas suffisant le fait qu'on te dise, t'as une mitzvah à pratiquer, Hachem il a dit on fait une mitzvah, bon bah ça. Donc, on voit d'ici que la marichet, le système de la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire le monde, la réalité de la Torah et les mitzvot, n'implique pas la propriété de la terre d'Israël. Elle n'implique pas ça. C'est autre chose qui l'implique. Ouais. L'honneur d'Hachem. Comment? L'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem, c'est les mitzvot. Non, mais par rapport à c'était des idolâtres, et donc, du coup... Oui, mais ça aurait été bon avec les mitzvot déjà. Dans les mitzvot, c'est marqué clairement que les idolâtres, on doit les chasser de la terre, on doit trucs, tout ça. Mais là, ici, Rashi ne dit pas, on aurait justifié par cette mitzvah-là, par exemple. Voilà, il dit pas ça. Rashi dit non, on va ouvrir la Torah par Bereshit, on va raconter l'histoire de la création du monde, on va raconter les patriarches, on va raconter l'histoire des nations, ce qui a précédé la Torah, et ce qui a précédé la Torah. C'est ça qui va nous donner la possibilité de répondre
Celui qui est droit aux yeux d'Hachem, c'est à lui qui donne pire que ça. Rachid dit quelque chose de très, très important. Il dit, c'est par sa volonté qu'il leur a donné aux nations, aux 7 peuples, et que c'est par cette même volonté qu'il leur a enlevé, et qu'il a donné à Israël. C'est exactement la même volonté depuis le début. C'est-à-dire dans un contexte qui n'est pas justifié par les mitzvot. C'est-à-dire que sa volonté ne procède pas de donner la terre d'Israël à Israël parce que ils font les mitzvot. Non, ça n'a rien à voir. Juste Yachar Benav, ils sont droits à ses yeux, donc c'est suffisant. Ouais. On aurait pu dire, bah non, parce que vous, les nations, vous faites, comme tu dis, la Avodazara, etc., et vous n'êtes pas... Ouais, alors donc, c'est normal que c'est Israël qui va pratiquer la Torah mitzvot. Mais si c'était ça, alors le fait d'ouvrir la Torah par à Chodesh Hazelachem, ça aurait été suffisant. Tout est marqué déjà après. Tout ce qui est Asherah, le Riyuv de détruire les 7 peuples, etc., parce qu'ils sont Ovda Avodazara, etc. C'est marqué dans la Torah, ça. C'est marqué dans les mitzvot. Ça fait partie des mitzvot aussi. D'accord? Donc l'accusation de l'istimatem, elle peut pas être répondue par ça. Il y a autre chose que les mitzvot qui répond à cette question. Comme un père avec ses enfants, il va choisir peut-être, et donc du coup, en fait, c'est pas le peuple, enfin, c'est pas nous qui dit ça nous appartient, c'est on va dire, c'est le créateur qui dit, je donne à un tel, et donc là, en ce moment, on peut pas nous traiter de voleur vu qu'on nous l'a donné. Mais à partir de quoi il donne? C'est quoi qui... C'est sa propriété, c'est la propriété de personne, c'est sa propriété. Très bien. On peut pas dire qu'on l'a volé si c'était pas leur propriété à la base. Donc c'est complètement arbitraire, ça Hachem, il dit, voilà, moi j'ai créé le monde, je décide de ce que je veux faire. C'est ce qu'il dit Rachid. Ouais. Mais rien à voir avec les mitzvot. Ça, tu vois bien que nous, aujourd'hui, par exemple, ouais. Pourquoi dans ce cas-là avoir une mitzvah spécifique d'habitants d'Israël? C'est la question que je te pose. En tout cas, dans Rachid, c'est une vraie question. J'ai pas de réponse. Bien que c'est pas exactement ça la mitzvah. Ouais, il n'y a pas de mitzvah d'habiter la terre d'Israël, une mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Ouais. Voilà, de pas céder la terre, etc. Après, de savoir si on doit habiter, etc. C'est quoi un sujet complexe. De toute manière, dans tous les cas, c'est vadaï que c'est là-bas notre place. Ouais, là-dessus, il n'y a aucune question. Non. Par le biais de la mitzvah, c'est pas justifiable. Et on peut pas répondre à cette accusation-là. C'est-à-dire, en vérité, ce que dit Rashi ici, il dit comme ça. Il dit que la Torah et les mitzvot n'impliquent pas un lien avec la terre. Rien dans la Torah et les mitzvot n'implique un lien avec la terre. Ouais. Dans la pratique de la Torah et les mitzvot, tu peux pas aller prendre la terre à quelqu'un. Ça n'existe pas. La propriété ne se justifie pas. De l'autre côté, ouais, on est obligé d'ouvrir la Torah par autre chose pour justifier ça. Alors je veux savoir, c'est quoi que tu t'adresses, c'est quoi que tu veux me donner? Tu veux me donner la Torah ou tu veux me donner autre chose? Ouais. Alors, qu'est-ce que réponse de Rashi? Bah oui, c'est la Torah qui te donne, puisqu'il a mis dans la Torah ça aussi. Pourquoi on a ouvert, Rashi dit, pourquoi on a ouvert la Torah par Bereshit? Il n'est pas en train de te dire, voilà, je te donne un élément qui pourra te permettre de répondre. C'est que cet élément-là, il l'a mis dans la Torah. C'est aussi dans la Torah. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le livre des mitzvot n'est pas qu'un livre de mitzvot. La Torah, au bout du compte, devient aussi un livre qui raconte ce qui a précédé les mitzvot. Dans quel but? Dans le but de nous donner l'histoire des nations. Donc ça, il faut l'expliquer. C'est quoi? Quel est le lien avec la Torah? Quel est le lien avec la Torah? C'est quoi? Dans le but de nous justifier auprès des nations ou de donner l'histoire des nations? C'est les deux, puisque Rachid dit quoi? Il dit la tête lem nachaladwim, dans le but de donner l'histoire des nations, que s'ils viennent dire ça, alors on pourra leur répondre ça. Ouais. C'est-à-dire, le fait qu'il nous ait donné l'histoire des nations, que l'histoire des nations participe à la révélation d'Israël, eh bien, à ce moment-là, on pourra répondre ça. D'accord? Mais c'est vrai que si l'histoire des nations ne participait pas à l'application et à la réalisation d'Israël, eh bien, on n'aurait pas eu de, on n'aurait pas à répondre de cette question-là. Ouais, cette question-là n'aurait pas lieu d'être. Ouais. Ok. Non, on a ce problème-là, cette problématique-là s'est posée également dans la Torah, pas qu'une seule fois. On est dans une ambiguïté, c'est-à-dire on est dans la question de propriété, mais on te dit attention, les mitzvot ne fait pas de toi un propriétaire. Ouais. Et ça, c'est ambigu, parce que nous, le peuple juif, qu'est-ce qu'on a d'autre que les mitzvot? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a d'autre que les mitzvot?
On donne un exemple. Exemple concret. Abraham Avinu. Abraham, il était marié avec Sarah. Sarah, elle meurt. Ouais. Et donc, il doit enterrer sa femme. Il doit enterrer sa femme dans un terrain qui est Kadosh, qui s'appelle Marat Marpella, la grotte de Marpella. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle appartient à un sale type, pour le coup. Ouais. Elle appartient à Ephron. Donc, il va là-bas pour acheter le terrain. Et donc, il est obligé d'accéder à ce terrain, non pas par sa légitimité de Kedusha, non pas par sa légitimité de la Torah et des mitzvot, mais par sa légitimité d'argent d'acquisition. Il doit faire du business avec. Il doit acheter. Ouais. Il y a marqué, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est marqué que quoi? Que le Rabbeinu Yonah il ramène que dans les 10 épreuves qu'Abraham il a traversées, la 10e épreuve, celle qui vient même après le sacrifice d'Yitzhak, l'épreuve la plus difficile pour Abraham, ça a été d'acquérir le terrain de Marat Marpella. Il comprend pas, il dit je comprends pas. Tu m'as dit que cette terre-là, elle revient à Israël parce qu'il fait la Torah Mitzvot, parce qu'il est Kadosh, parce qu'il est méritant. Ouais. Et de l'autre côté, tu me demandes de l'acheter de la main d'un type qui comprend même pas c'est quoi l'intérêt de cette terre-là. Ça n'a pas de logique. Ouais, ça n'a pas de logique. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'ici que quoi que Hachem nous exige de participer dans les modalités des nations, de montrer que quoi que même dans le chemin des nations, on en est propriétaire, tout en étant axé sur la principale préoccupation, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. D'accord? On doit pratiquer la Torah et les mitzvot, mais de l'autre côté, tu peux pas l'acquérir par la Torah et les mitzvot. Comme Lot. Hein? Lot, c'est quand les bergers de Lot. Lot, pareil. Lot, il pensait que quoi que ça avait été donné à Abraham. Hop, on l'a éjecté, on l'a mis dehors. Ok. On voit ça, hein? Ouais. Dans Kiddushin. Ouais. Vous savez que quoi que d'où on apprend que l'acquisition d'une femme, ouais, d'où on apprend l'acquisition d'une femme lors des Kiddushin, comment on contracte un mariage? On peut le contracter de plusieurs manières. Ouais. Par l'argent, par le contrat, ouais, ou par la relation. Maintenant, l'argent, d'où on sait que quoi qu'un homme il peut acquérir une femme par de l'argent, on lui donne la bague, il faut que ce soit chavé prota, il faut que c'est la valeur d'une prota. D'où on sait que quoi qu'on peut contracter ce mariage, ouais, et faire en sorte que quoi que ce lien de Kedusha soit, c'est-à-dire cette femme-là est exclusivement reliée à son mari et à personne d'autre. Ouais, on le sait de l'acquisition de la grotte de Marpella, ouais, du terrain de Ephron. Comme là-bas c'est marqué Kiikar Ishisha, ouais, au sujet de l'acquisition d'une femme, au sujet du mariage c'est marqué Kiikar Ishisha, lorsqu'un homme prendra une femme, achètera une femme. Et de l'autre côté c'est marqué ouais, Kar Mimeni, le terrain que je donne, prends-le de moi. D'accord? Donc du coup on apprend l'un de l'autre. Ouais, pourquoi on apprend l'un de l'autre? Quel rapport? C'est-à-dire, quel est le lien, on va dire, profond entre les deux? Le lien profond qu'il y a entre les deux, c'est celui-là. C'est-à-dire, d'un côté, tu veux être dans le monde, participer à contracter une forme de kedusha dans une relation, ouais. Mais de l'autre côté, tu voudrais ne pas avoir à participer aux modalités du monde. Et il dit ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on se retrouve être dans un paradoxe. À la fois, on veut que tu pratiques la Torah et les mitzvot, qui est de l'ordre d'une dimension qui échappe complètement au monde, mais de l'autre côté, on veut que tu les pratiques dans ce monde. Alors comment on fait? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est dans la structure même. C'est-à-dire, on veut de toi, on veut que toi, tu sois complètement dans la Torah et les mitzvot, dans l'étude, on veut que tu sois complètement isolé du monde, à part du monde. Le but d'Israël, c'est l'Avdil et Treminam, c'est vous séparer des nations, vous appartenez pas à l'histoire des nations. Mais de l'autre côté, où c'est que tu dois faire ça? Tu dois faire ça ici, dans le monde, dans le monde de la matière, ouais. Où cette chose-là, elle s'est actée. Ouais, où cette chose-là, elle s'est actée. Et ça, on revoit ça dans le mariage. Dans le mariage, on est dans ce paradoxe, dans cette ambiguïté. D'ailleurs, on est tellement dans cette ambiguïté qu'il y en a d'autres qui vont te dire, mais attends, c'est quoi cette forme d'archaïsme? Comment dire? Non, mais si déjà, alors non, si l'homme il donne la bague, alors la femme aussi elle donne la bague. C'est l'égalité, que ça veut dire, on n'acquiert pas une femme, on acquiert. C'est logique. Tu participes dans le monde, tu vas être dans le monde. Bah et oui. Alors il y a des arguments qui viennent du monde. Vous êtes des rigolos. Ouais, c'est-à-dire vous voulez comment dire avoir un accord, mais de l'autre côté vous obtenez de la gdoucha. Alors vous jouez sur les deux tableaux. C'est-à-dire on achète. Mais tu dis non, c'est pas un achat, c'est de la gdoucha. Tu pratiques quelque chose de très matériel, mais de l'autre côté, tu obtiens quelque chose de très spirituel. Comment ça marche? Ouais. Ça, c'est la difficulté qu'il a Rashi.
C'est la difficulté qui Rashi. Et Bémet, cette difficulté, elle nécessite un changement structurel de toute la Torah. C'est-à-dire, la Torah ne pourra pas être qu'un livre qui raconte la Torah, qui raconte les mitzvot. Elle sera aussi un livre qui raconte l'histoire des nations, qui raconte la création, ce qui précède la Torah et les mitzvot. Ouais. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici que qu'il y a la faute des explorateurs est une faute de laquelle on n'est pas sorti. C'est-à-dire, si Bémet, aujourd'hui, on est encore dans cette situation-là, c'est que nous-mêmes, on aurait fait encore la faute des explorateurs. On l'a pas réparée. Cette faute des explorateurs-là, c'est quoi? C'est tout simplement, ça colle pas. On est au Sinaï, on reçoit la Torah, et après tu nous demandes d'aller sur une terre. C'est pas compatible, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Maintenant, quelle est cette faute? Pourquoi Bémet, ils sont punis pour ça? Ouais. Où c'est que ça commence, l'histoire? Où commence l'histoire? Alors, l'histoire, elle commence, il y a un Gaon de Vina qui ouvre beaucoup le sujet et qui dit la chose suivante. Quand Yaakov, vous savez que Yitzhak, il a eu deux fils, Yaakov et Esav. Ouais. Yaakov et Esav qui étaient deux frères jumeaux. Yaakov était Ishtam Yoshev Ohalim, c'était un homme des tentes, il étudiait dans les tentes, il n'appartenait pas au monde, il connaissait pas le monde était complètement, rien dans ce monde ne l'intéressait et rien ne devait l'intéresser. Il était complètement isolé du monde. Et de l'autre côté, Esav qui lui était complètement dans le monde, complètement intégré au monde. Ouais. Ish Sadeh, un homme des champs, d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ce Esav là, ouais, il veut abandonner, son droit d'aînesse. Il veut abandonner son droit d'aînesse parce qu'il n'en voit aucun intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il achète le droit d'aînesse de Esav. Dans cet abandon du droit d'aînesse, Esav a fait une erreur. C'est quoi? C'est qu'il pensait que dans le droit d'aînesse, il n'y avait que la dimension spirituelle. Il n'y avait pas la dimension matérielle. Ouais, c'est ce qu'il dit le gars. C'est ce qu'il explique le gars. Il dit en vérité, il dit cette Béchoa que j'en ai à faire. Ouais, le monde il s'arrête ici. C'est pas comme si le monde il allait continuer. L'intérêt, c'est le monde c'est ici, c'est pas là-bas. Donc il dit prends-la ta Béchoa, prends-la le droit d'aînesse. Maintenant, quelle était son erreur? C'est quoi? C'est qu'un aîné, il a Pishnaim, il a le droit à deux parts. Ouais, par rapport dans l'héritage. On a le droit à deux parts. L'aîné, il a le droit à deux parts. Les autres enfants, ils ont une part. L'aîné, il a deux parts. Il dit le Gaon de Vina, ces deux parts-là, c'est Olamazé, Olamaba. Ouais, il a le monde présent et le monde futur. C'est-à-dire qu'au moment où Esav, ouais, il a cédé son droit d'aînesse à Yaakov, ouais, cette action-là de céder son droit d'aînesse à Yaakov, eh ben, c'est exactement la même chose que d'ouvrir la Torah par Bereshit plutôt que par Achodesh Hazelachem. Ouais. C'est-à-dire que, en vérité, Esav, il pensait que l'histoire du monde était complètement défait, était complètement séparée de l'histoire des mitzvot. C'est deux sujets différents. Il y a des juifs qui sont dans le ghetto, qui font la Torah et les mitzvot, qui étudient la Torah. Très bien. Maintenant, eux, ils doivent pas se préoccuper d'avoir une terre, ils doivent pas se préoccuper d'avoir une installation sur terre. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il envoie une épreuve. Ouais. Il envoie une épreuve à Yaakov. Yaakov, il va devoir prendre le droit d'aînesse, il va devoir prendre la bracha de son frère, qui va faire que Esav, il se retrouve embêté. Le Midrash nous dit que quand Yaakov, il est revenu en terre d'Israël avec plein de richesses, Esav, il est allé voir son frère, il lui a dit, dis-moi, tu m'avais pas dit que tu voulais que le spirituel et moi le matériel? Il dit, c'est quoi toutes ces richesses que tu as? C'est quoi, d'où te vient toute cette réussite-là? Ouais. Esav, il était pas content. Il dit, je comprends pas, tu m'as arnaqué. Ouais. Quelle était son erreur? Non, il a reçu double. Il reçoit aussi le matériel et aussi le spirituel. Maintenant, dans quel but? C'est quoi le fonctionnement des deux? C'est-à-dire comment les deux se relient? Et ça, il dit à son frère, il estime à thème. Vous êtes des voleurs. Yaakov, t'es un voleur. D'ailleurs, il lui dit lui-même. Ouais, il m'a rusé deux fois, il m'a arnaqué, Yaakov. Ouais, un type qui est censé être dans les tentes, ne pas se préoccuper du business, n'est pas censé se préoccuper du fonctionnement matériel du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à arnaquer deux fois le plus grand des plus implantés dans le milieu du business et de la matière. Ouais. Comment c'est possible? Je comprends pas, c'est pas normal. Tu devrais rester dans tes tentes, toi. Étudie la Torah, fous-nous la paix. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que non. Pourquoi? Réponse. La réponse, elle est évidente. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de propriété matérielle qui n'aboutisse pas à Israël. Toute propriété matérielle, toute réalité matérielle du monde
n'a que d'intérêt parce qu'elle procède de l'avènement et de la naissance d'Israël. Ouais. Esav, c'est le Bechor, c'est le premier, c'est le premier qui sort. Mais au bout du compte, celui qui va tout récupérer, c'est le dernier. Ouais. Le monde s'ouvre avec un monde sans Torah. Mais au bout du compte, tout ce qui va être récupéré dans ce monde, c'est la Torah. C'est comme ça le fonctionnement du monde. Pourquoi ? Pour nous révéler une vérité beaucoup plus grande, c'est-à-dire que même si tu fais un détour, bah, tu reviens à la case qui est départ. Tu peux pas contourner ce qui est le but du monde. Il n'y a pas une séparation entre les deux. Ouais. Ce qu'on appelle, dans le langage des Chachamim, ce qu'on appelle Derech Eretz Kadma la Torah. La Mishnah, elle ramène que quoi ? Ça, on l'a dit plusieurs fois, et c'est bien de le redire. Il y a marqué Derech Eretz Kadma la Torah. Le chemin de la terre, c'est-à-dire le terme, il est intéressant, Derech Eretz, le chemin de la terre, ouais, il est devance la Torah, il précède la Torah. Il y a d'abord l'attitude dans le monde, il y a le comportement dans le monde, et il y a la terre. Il y a la Torah. Ouais. Et donc là, ça, je nous dis, Derech Eretz Kadma la Torah. D'abord, tu te comportes comme il faut dans le monde, et après, il y a la Torah. C'est comme ça que nous, on le comprend. Mais en vérité, il y a une contradiction dans le texte. Pourquoi ? Parce que c'est marqué. Ok, d'un côté, tu dis Derech Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire que quoi ? Que le Derech Eretz, il précède la Torah. C'est-à-dire qu'il existe des moments de Derech Eretz sans Torah. Or, c'est marqué de l'autre côté, Imen Torah, un Derech Eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Derech Eretz. D'accord ? Tu peux pas avoir une réalité de Derech Eretz sans Torah. Ça n'existe pas. Alors, comment c'est possible ? Comment les deux enseignements peuvent s'entendre ? À la fois, tu peux dire que quoi, que Derech Eretz, il devance la Torah, il précède la Torah, et de l'autre côté, tu me dis, non, il n'y a pas de Torah sans Derech Eretz. Réponse, il y a oui du Derech Eretz qui précède la Torah, mais parce que le Derech Eretz, il précède la Torah juste parce qu'il amène à la Torah. C'est son Derech Eretz, il précède la Torah. Il y a un monde sans Torah, juste dans l'intérêt de révéler qu'il ne peut pas échapper à la Torah. Donc on ouvre le livre de Bereshit, le livre de la Torah par Bereshit, pour nous faire entendre, pour nous apprendre que quoi, que l'histoire des nations, même si elle est sans Torah, ouais, elle aboutit à la Torah, elle va vers la Torah, d'accord ? C'est-à-dire que même la matérialité appartient à la Torah. Ok. Maintenant, tu vas me dire, ok, ça c'est bien, mais si maintenant moi la matérialité je la gère comme Esav, bah pourquoi ce serait mieux ? Ouais. Si nous, Israël, on gérait la matérialité exactement de la même manière que Esav, ouais, bah, ce serait une séparation entre la Torah et la matérialité. Nous, on est un peu schizo. C'est-à-dire, le peuple juif, ouais, de manière générale, est très schizophrène. Ouais. Aujourd'hui, je parle après l'exil, enfin pendant l'exil. Ouais. C'est-à-dire que quoi, que bah, on peut pas faire les deux à la fois. On n'existe pas dans les deux à la fois. Il y a la Torah et il y a les Mitzvot. Ouais. Et pardon, il y a la Torah et le business. Ouais, le matériel. Ouais, c'est-à-dire, évidemment, c'est-à-dire, quand on est en vacances, quand on est au Beth Midrash, on étudie la Torah, on étudie la halachot, on étudie machin, etc. Et quand on est sur la plage, bon, bah, on oublie la Torah, on oublie les mitzvot. Il y a des choses qu'on fait. C'est comme ça, c'est le comportement de l'homme. Ouais, on est schizophrène. C'est-à-dire, d'un côté, on est dans la matière, et de l'autre côté, on est dans la Torah. C'est-à-dire, c'est les deux, Alors maintenant, quand tu veux faire vivre les deux ensemble, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, quand tu n'arrives pas à faire vivre les deux ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Bah, et ça vient et dit, attends, je comprends pas. À quoi vous jouez ? Moi, je faisais ça aussi, comme vous. J'étais la même chose. Pourquoi vous m'avez enlevé la matière ? Donc, on voit bien que ce que la Torah, elle veut dire ici, quand elle inclut l'histoire des nations dans la Torah, et que le livre de la Torah raconte l'histoire des nations, elle vient dire quoi ? Elle vient dire que même l'histoire des nations, même le monde matériel, révèle la Torah. Il est là pour révéler la Torah. Il est inclus dans la Torah également. D'accord ? Ok. Ça, c'est pour ce que je vous ai dit maintenant, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment quelque chose comme, c'est vraiment une introduction à ce que je veux dire, maintenant. Pour comprendre la situation, pour comprendre la situation dans laquelle on est. On a Abraham, ouais. Juste, je regarde parce que j'ai noté des petites phrases comme ça, je veux pas oublier certaines choses. Ouais. On va parler de ça aussi. Avant de parler de l'exil dans lequel on est, il y a la Torah, elle ramène que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, avant de donner la Torah, il est allé voir les nations. Ouais, c'est marqué qu'il a proposé la Torah aux nations.
les deux nations, on va dire, représentantes de toutes les nations, les deux grandes nations, c'est quoi? C'est Esav et Ishmael. Ouais. C'est marqué Ofi Amir Paran, Vezarar Messir Lamo. Ouais, c'est-à-dire, il a Vezarar Messir Lamo, Ofi Amir Paran. Il est allé d'abord voir, comment dire, les Ishmael, Paran c'est Ishmael, pour leur proposer la Torah, et il est allé voir Seir, il est allé voir Esav pour leur proposer la Torah. Et chacun a répondu ce qu'il a répondu, qui montrait clairement que la Torah ne s'adressait pas à eux. La question des commentateurs, c'est de dire, mais je ne comprends pas, pourquoi tu vas voir les nations avant? Quel est quel est l'intérêt? Pourquoi tu vas voir les nations avant? Si la Torah elle s'adresse à Israël, c'est comme un mari, ouais, comme ça ils ramènent les commentateurs, un mari qui veut se marier sous la roupa avec sa femme, et et avant d'aller voir sa femme, il va voir deux autres femmes pour voir si ça peut coller avant. Ouais, ça se fait pas. Tu vas te marier. On parle que Hachem est allé les voir au moment où les béné Israël étaient sous le Sinaï. Donc qu'est-ce que tu vas aller voir avant? Ça n'a pas de sens. Ouais, le Gaon de Vina, il ramène un commentaire très intéressant. Esav, Ishmael. Esav, ça résonne. Ouais, c'est-à-dire la caractéristique de Esav, c'est quoi? C'est la asiya, c'est l'application, c'est la réalisation. C'est un homme, c'est une civilisation. D'accord? C'est l'homme qui est à l'origine d'une civilisation qui est très puissante dans ce qui est le monde de la réalisation, dans le monde de l'action. C'est quoi sa réalisation? C'est pas simplement une action comme n'importe qui pourrait faire une action. C'est quoi? C'est une action qui précède toute parole, toute compréhension. C'est-à-dire, la réalité est comme je l'ai posée. Et tu réfléchis dans cette réalité-là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Naasé. C'est ce qu'on appelle Naasé. Quand les béné Israël ont reçu la Torah, ils ont reçu la Torah exactement à l'image de ce que Esav et Ishmael ont refusé. Naasé venishma. Nous, on a dit quoi? On a dit Naasé venishma. On fera et on comprendra. Esav, il avait la qualité du Naasé. Il avait la qualité de faire, ouais, un faire qui précède la compréhension. Ouais, vous savez, il y a des gens comme ça qui ont cette puissance-là. Que c'est des leaders, ce qu'on appelle des leaders. Les gens qui sont des leaders, c'est quoi? C'est des gens qui ne laissent pas à imaginer qu'il y a une possibilité de penser autrement. C'est ça un leader en fait. Un leader, c'est quelqu'un qui t'embarque dans une aventure sur laquelle il ne laisse aucune place de réflexion ou de doute sur l'aventure que tu vas mener. Ouais, c'est-à-dire tu le suis aveuglément. Parce que son action, elle annule toute réflexion. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça Esav. Esav, c'est un leader. Ouais. Maintenant, Ishmael, lui, il a une qualité, d'accord, qui est autre. C'est quoi? C'est le nishma. C'est la force de l'écoute. Ouais. Comme son nom l'indique, Ishmael, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'il s'appelle comme ça Ishmael parce qu'il va amener les béné Israël à entendre Dieu. C'est lui qui va amener les béné Israël à entendre Hachem. Maintenant, c'est quoi sa force? C'est quoi sa qualité? C'est cette qualité d'un nishma, c'est-à-dire une écoute, d'une entente, ouais, mais qui vient après l'action. Ouais. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on a? On a une compréhension, ouais, et après on agit. De manière, on va dire, générale, c'est comme ça qu'on réfléchit. D'abord, on réfléchit à quelque chose, on pense, on réfléchit, on comprend, et après on agit, en fonction de ce qu'on a compris. D'accord? Ishmael, lui, il a une compréhension, d'accord, qui n'est pas dépendante de ce qu'il a compris. Ouais. C'est pas précédé, c'est une compréhension qui émane d'une réalité. Ouais. C'est pas une compréhension qui crée une réalité, c'est une compréhension qui émane d'une réalité. Donc Ishmael, il a cette qualité d'être dépendant, c'est-à-dire d'être soumis à une réalité, et sa compréhension, il a construit en fonction de cette réalité-là. Donc je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, d'accord? Donc essayez de vous accrocher un petit peu. Non seulement pas facile à comprendre, mais aussi pas facile à dire. Il y a quelque chose qui est proche de nous, quelque chose qui est bien ancré dans nous, c'est-à-dire quelque chose qui nous a bien éduqués, qui nous a façonnés. Nous, le peuple français, ouais, on est pétri de cette réalité-là, de cette civilisation-là. C'est-à-dire que quoi? Que vous connaissez un petit peu l'histoire, le monde, c'est-à-dire le peuple, ouais, les gens se sont organisés autour d'un pouvoir. C'est comme ça. C'est-à-dire il y a un pouvoir qui se met en place et qui donne la possibilité aux gens de s'organiser, de se nourrir, de construire une société, de créer une civilisation. Sinon, avant ce moment-là, ouais, avant qu'il y ait un pouvoir et une autorité,
Et bien, qu'est-ce qui se passait? Chacun faisait son business. Chacun avait son pouvoir de son côté et ils se mangeaient entre eux. C'était des familles qui se mangeaient entre eux. À un moment est arrivé quelqu'un qui est devenu plus fort, beaucoup plus puissant. C'est ce qu'on appelle un roi, ouais, ce qu'on appelle la royauté. La royauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rassemble les hommes et elle leur dit, voilà, moi je vais être votre roi, je serai votre pouvoir et je vous protège, je vous donne ce que vous avez besoin, j'organise pour vous le... Ouais. C'est la relation qui est entre un roi et son peuple. Maintenant, la royauté, elle a duré jusqu'à la Révolution française. Ouais, c'est-à-dire, de manière, même s'il y a d'autres pays qui ont réagi différemment, mais on va dire le symbole fort dans le monde, c'est qui a amené un vrai chamboulement de la structure du pouvoir, c'est la Révolution française. La Révolution française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé la tête du roi. Elle a dit, voilà, maintenant, nous, le pouvoir, on veut plus qu'il soit représenté par le roi, on veut qu'il soit représenté par le peuple. Ouais, je fais ça de manière très grossière. Évidemment qu'entre les deux, il y a eu une évolution qui a été lente. Ouais. Mais symboliquement, c'est ce qui s'est passé. On veut plus le pouvoir organisé par le roi, on veut un pouvoir organisé par le peuple. D'accord? Ces deux moments-là sont deux moments qui correspondent à Esav et Ishmaël. Ouais. Esav, c'est la force de l'action, c'est la force de la réalisation. C'est-à-dire le pouvoir qui précède toute discussion. Ouais. Ishmaël, lui, il vient et dit non, on va pas faire comme ça. Ishmaël, il te dit non, le pouvoir, on va pas l'organiser de cette manière-là. C'est pas un pouvoir qui précède toute discussion. C'est le pouvoir, il est dans la compréhension. Il n'est pas dans la réalisation, il est dans la compréhension. Ouais. Pour donner un exemple de ça, le Maral, il dit comme ça. Ouais, vous savez, c'est marqué quoi qu'il y a 4 exils. 4 exils d'Israël. Les 4 exils d'Israël, c'est quoi? Ouais, vous les connaissez maintenant. C'est quoi le premier exil? Bavel, Babylone, ouais, Parasmadaï, les Perses et les Mèdes, Yavan, les Grecs, et Edom, ouais, Esav. Tout le monde pose la question et dit, je comprends pas, où est Ishmaël? Ishmaël, c'est une civilisation puissante, forte. Ouais, où est Ishmaël? Pourquoi Ishmaël n'est pas dans les quatre exils? Et le Maharal, il donne cette réponse-là. Il donne deux réponses qui, en fait, n'en sont qu'une. Ouais, le Maharal, il dit non, Ishmaël, c'est-à-dire toutes les autres civilisations, elles sont, oui, en exil parce qu'elles ont pris la royauté d'Israël. Elles sont allées la chercher à Israël. Israël, c'était le roi, le Melech HaMashiach, le roi qui représente la royauté d'Hachem dans le monde. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bavel a piqué la royauté d'Israël, il l'a fait tomber. Et donc, celui qui a repris la royauté d'Israël derrière, c'est qui? C'est les Perses et les Mèdes. Et ainsi de suite. Et après, on a eu, Yavan, et après, on a eu Edom. Mais Ishmaël est devenu une civilisation puissante et forte. Il est devenu un pouvoir sans passer par la royauté. Il n'est pas allé chercher la royauté d'Israël. Il n'en a rien à faire du système du monde. Il a une autre forme de pouvoir. C'est un pouvoir qui passe pas par le Haaretz, il passe pas par la terre. C'est un pouvoir qui passe par un autre modèle de pouvoir. Ouais, ce que j'appellerais un pouvoir, on va dire, c'est le pouvoir du spirituel. Ouais, ce qui est complètement, contraire. Puisque ce qu'on dit ici dans Rashi, c'est quoi? C'est que le spirituel et le pouvoir ne vont pas ensemble. On n'a pas le droit de les faire coller. On n'a pas le droit de les faire aller ensemble. Qu'est-ce qu'il fait Ishmaël? Il dit non. On peut, oui. On peut être dans une compréhension qui vient après la réalisation, mais il faut que ce soit un pouvoir sur terre. C'est ça qui me fait, le pouvoir qui me fait dominer ici sur terre, c'est quoi? C'est ma relation à Dieu. Ça, c'est une usurpation de la spiritualité. Ouais. Est-ce que vous comprenez cette idée-là? Cette idée est très importante. C'est-à-dire que... Utiliser les mitzvot pour... C'est comme si on utilisait les mitzvot. Voilà. C'est exactement ça. C'est comme si demain Israël, il dit voilà, cette terre-là nous appartient, le pouvoir est à nous, parce que on a la Torah et les mitzvot. Ouais. Parce qu'on a la Torah et les mitzvot. Et non, ça c'est pas possible. C'est l'istimatem. Vous êtes des voleurs, vous êtes des charlatans. C'est-à-dire que tu viens, tu parles de spiritualité, et tu dis non, on va tuer les gens et on va récupérer cette terre-là qui était habitée par cette peuple avant vous. C'est quoi ça? Ça correspond pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Ishmaël? Ouais, Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait? Ishmaël, au contraire. Lui, il institue un pouvoir qui procède pas du pouvoir des civilisations, le pouvoir de la malchoute, de la royauté, mais c'est un pouvoir qui procède de
de l'idéologie plus que de l'organisation. Ouais. Et ça a été le pouvoir mis en place, le nouveau pouvoir mis en place, en tout cas qui a été préparé pour être mis en place à partir de la Révolution française. Ce qu'on appelle le pouvoir démocratique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de roi, on a le pouvoir du peuple, qui élit son président, mais qui le président doit être le reflet du pouvoir du peuple. D'accord ? C'est-à-dire que c'est plus un pouvoir, un pouvoir qui vient d'en haut, c'est plus un pouvoir organisationnel, c'est un pouvoir qui reste dans dans les mains du peuple, ouais, à la bonne guise du peuple, là où le peuple a envie d'aller. Ouais. Et donc évidemment, c'est pas par hasard, et c'est là où je vais essayer d'embrayer là-dessus. J'ai peur de vous endormir, mais il faut tenir bon. Ouais. Le virage, il est maintenant. C'est-à-dire que lorsque Édom chute, lorsque Édom perd le pouvoir, ouais, au moment de la Shoah, après la Shoah, Édom, ça y est, c'est fini. La civilisation occidentale a perdu son pouvoir. Elle n'est plus du tout, on ne croit plus du tout à une réalisation comme étant dominante sur la compréhension. Non, c'est plus possible. Il y a trop d'accusations sur son modèle. Ouais, il y a trop d'accusations sur son comportement. Donc, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il s'associe avec Ishmaël. C'est à ce moment-là qu'il s'associe avec Ishmaël. Ouais, je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails des contrats qui ont été faits, etc. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je parle de la symbolique. Tout de suite après qu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qui s'est passé? Esav s'associe avec Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il était perdu. C'est fini. Donc, comment il va pouvoir garder son pouvoir et son influence en s'associant avec Ishmaël? Cette association-là, elle crée justement, elle crée une possibilité de rester en place, de rester dans un pouvoir qui, au bout du compte, donne le pouvoir au peuple tout en gardant un pouvoir. Et ça, c'est Ishmaël qui donne cette possibilité-là. C'est lui qui donne le tashtit. C'est lui qui donne le support. C'est lui qui donne le support à une telle organisation. Ouais. On va essayer de rendre ça plus proche de nous dans notre quotidien. Il y a, dans l'exil, une des caractéristiques de l'exil, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le pizour. Le pizour, ouais. Quand Aman, il a rendu compte de l'état du peuple d'Israël à Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais avoir du mal à débattre, je sens. Amechad, Mefouzar ou Meforad Ben Amim. Ouais, il existe un peuple qui est Mefouzar, qui est dispersé et divisé parmi les nations. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de l'exil, c'est quoi? C'est d'être bépizour, c'est d'être dispersé dans le monde. Ouais. D'où vient cette force du pizour? D'où vient cette force de dispersion? Qu'est-ce qui nous disperse? Ouais, au bout du compte, si le peuple juif est attaché à sa Torah et ses mitzvot, normalement on ne devrait pas être dispersé. On devrait correspondre, ouais, tous pareils, dans une unité parfaite. Ouais, on devrait être dans cette, dans cette apparence-là d'unité, et non pas de pizour, non pas dans une dispersion. C'est-à-dire que l'intérêt d'une terre, lorsqu'on se retrouve sur la terre d'Israël, tous ensemble, qu'est-ce qui se passe? On voit une unité. Le fait de ne pas avoir de terre, c'est ce qui nous disperse. Mais cette dispersion-là, elle n'est pas qu'une dispersion géographique, elle est une dispersion d'idées. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un pizour adéot. Il y a une dispersion de la pensée, une dispersion de la pratique, une dispersion des intérêts. Ouais, chacun se disperse, comme il est là-bas, isolé, chacun dans son isolement. L'exil ne nous disperse pas que géographiquement, elle nous disperse aussi également dans nos déotes, dans nos pensées. Ouais. Et ça, cette dispersion-là, c'est une caractéristique fondamentale de Ishmaël. Ishmaël, c'est le pro de la dispersion. Je vous explique. Lorsque tu es dans un modèle de construction, de civilisation par le biais d'un roi, par le biais d'une royauté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quel est le rôle du roi? C'est d'être me'ached, c'est de rassembler son peuple. C'est d'être par le biais du roi, par le biais de la tête, d'être cette unité qui incarne tout le peuple entier. Comme Achashverosh qui avait 127 provinces, il dominait sur les 127 provinces. Ces 127 provinces sont en vérité une seule entité,
par le biais de son roi, par le biais de Achashverosh. Non, si demain tu fais tomber le roi, si demain l'organisation du pouvoir n'est plus un roi, mais n'est juste qu'une idéologie, ouais, alors chacun va se rattacher à son idéologie de manière, différente. C'est pour ça que chez Ishmaël, il y a énormément, ouais, de groupes qui se finit beaucoup en hit, ouais, et qui chacun, ouais, pense comme ça, et l'autre il pense comme ça, et lui il est hit de ça, hit de ça, hit de ça, hit de ça, ouais. Pourquoi? Parce que sa structure civilisationnelle est un pisour, est une dispersion, par définition. Ouais. Maintenant, ce pisour-là, Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a amené dans une situation, ouais, où on est méfouzard, on est des bépisours, même lorsqu'on est chez nous à la maison. À quel moment on peut se préserver de la dispersion? Au moment où on rentre chez nous dans notre intimité. Imaginez-vous, je sais pas moi, aujourd'hui ça existe moins parce qu'on est moins concentré. Mais tu peux par exemple être au milieu d'une foule, ouais, dans un marché où il y a énormément de monde, énormément d'attractions, ouais, et qu'est-ce qui se passe? Tu réfléchis à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu réfléchis à quelque chose? Eh bien là, tu rentres en toi et tu te sépares de cette foule, tu te sépares de cette dispersion. C'est-à-dire que tu te réunis avec toi-même. Ouais. Maintenant, normalement, lorsque on rentre chez nous, à la maison, on est censé faire quoi? On est censé se réunir avec nous-mêmes, se replier sur nous-mêmes. Ce moment d'intimité, ce chez-soi, fait que quoi? Que je me reconcentre sur moi-même, je suis plus dans le Réchout Arabim, je suis plus dans le domaine public, donc du coup je suis plus dans la dispersion, je me replie sur moi, je me reconcentre sur moi-même. Ouais. Mais chez Ishmaël, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il n'a pas de chez lui. Il revendique pas de chez lui. Ouais. C'est pas un royaume, c'est pas une royauté. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que dans cet exil-là, ouais, il y a une force très puissante, une influence très puissante qui nous amène, je ne vais pas vous faire de dessin, qui nous amène à ce que, même lorsqu'on est au Beth Hamidrash, dans notre intimité profonde, dans ce qu'on est nous-mêmes véritablement, et même lorsqu'on est chez nous à la maison, eh bien, on peut être méfouzard, on peut, encore plus, on peut être dispersé comme on n'a pas pu être dispersé lorsqu'on est dans le domaine public. Imaginez, vous êtes au travail, ouais. Donc vous êtes dans le domaine public, vous accueillez des gens, vous traitez des gens, donc vous êtes dispersé. Par définition, vous êtes dispersé. Ouais, vous rencontrez plusieurs personnes, vous n'êtes pas avec vous-même, vous êtes au service des autres. Très bien, vous finissez la journée, vous rentrez chez vous. Normalement, vous êtes censé vous retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec un objet qui vous donne accès au monde entier. C'est-à-dire que vous êtes dans un pisour, dans dans une dispersion qui est encore plus grande que celle que vous avez connue quand vous étiez à l'extérieur de chez vous. C'est unique. C'est exceptionnel à notre génération. Les autres générations n'avaient pas ça. Notre génération, nous, on connaît ça. C'est-à-dire, même le lieu qui est censé nous recentrer, même le lieu qui est censé être un lieu d'intimité et qui est censé nous ramener à nous-mêmes, avoir un chez-soi, il n'existe plus. Donc évidemment, que l'exil dans lequel on est, c'est à ça que je voulais arriver, pour pouvoir bien situer l'exil dans lequel on est. L'exil dans lequel on est nous amène à être chez soi, à la maison, sur notre propre terre, et être le plus dispersé qu'on ait connu dans toute l'histoire des exils que le peuple d'Israël ait connu. Il n'y a jamais eu autant de division, autant de dispersion que depuis qu'on a la terre d'Israël. C'est pas normal, c'est complètement illogique. Complètement illogique. Il fut un temps, à peine 100 ans, ouais, où les bénis d'Israël, même dispersés dans tout le monde entier, eh bien, il y avait une unité beaucoup plus forte que celle qu'on a aujourd'hui. Ou alors, aujourd'hui, qu'on est rassemblés. Ça, c'est une caractéristique, c'est pas un jugement de comportement. C'est une caractéristique de l'exil d'Ishmaël. C'est une caractéristique de l'exil d'Ishmaël. C'est-à-dire que quoi? Que l'épreuve d'Israël aujourd'hui, c'est celle-là. C'est la question que posent les nations au béni d'Israël en disant, mais l'Isti matin, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre de quelqu'un. Comment on répond à cette question-là? Comment on répond à cette question-là? Écoute. Comment on répond à cette question-là? La réponse, elle est marquée dans Rachi. C'est quoi? C'est que l'histoire des nations nous appartient. C'est quoi? C'est l'unité. Montrer que quoi? Que même le monde dans sa dispersion,
se dirigent vers Israël. Le rôle des bénis Israël, ouais, c'est de montrer que rien dans ce monde ne doit pas être entendu et réfléchi et désigné comme étant une direction vers Israël. Si on ne fait pas ce travail-là, alors on va être dans l'exil d'Ishmaël. On va être dans l'exil de la non-civilisation. Un pouvoir non civilisationnel. Ouais. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où même chez nous à la maison, là où on est censé se retrouver, là où on est censé être nous-mêmes, on va être toute autre chose que nous-mêmes. Pas seulement toute autre chose que nous-mêmes, mais plus que ça, une dispersion qui nous empêche de penser qu'on pourrait être nous-mêmes. Ça, c'est la caractéristique de notre génération. Ouais. C'est bidou que ça. C'est terrifiant parce que ça laisse aucun repos. C'est-à-dire, à quel moment aujourd'hui, on arrive à se retrouver avec nous-mêmes. Par exemple, Shabbat. Shabbat, ça donne l'opportunité et la possibilité. Ouais. Le Shabbat, ça protège. Ouais. Pire, le Covid. C'est le moment où les gens se sont le plus dispersés. Ouais. Quoi? Pourtant, elle peut. D'accord? Donc, il y a. Ouais. Je vais terminer avec cette idée-là. Comment dire? Dans la paracha de Korach. Ouais, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Korach, il s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Ouais. Il s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Et il y a marqué Vaikar Korach. Et la Torah ne dit pas plus. Korach, il a pris. Mais qu'est-ce qu'il a pris, on ne sait pas. Rashi dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que Korach, il a pris? Ouais. Comment? Il a pris ses hommes. Les hommes avec lui. Ah non, il s'est pris lui-même, c'est marqué. Rashi dit, il s'est pris lui-même, il s'est mis à part. Pour créer de la marloquette. C'est-à-dire quoi? Il s'est pris lui-même. Ouais, il s'est séparé. C'est-à-dire que normalement, un type normal, quand il est avec lui-même, ouais, il cherche pas à faire des marloquettes. Il est avec lui-même, il est bien avec lui-même. Mais quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de la dispersion. Il crée de la division. Ouais. Quand un type, il n'arrive pas à se retrouver avec lui-même, il crée de la division. C'est ce qui est marqué Vaikar Korach. Mais comment on crée la division? Alors c'est marqué Korach, c'est quoi? Vaikar Korach. Korach, c'est les mêmes lettres que Kar, avec un resh en plus. Korach, ça s'écrit Kar, resh. Resh en hébreu, c'est la lettre du pauvre. C'est marqué Velarash Enkol. Comme on dit un pauvre, on appelle ça un rash en hébreu. Il a pris le pauvre. C'est quoi le pauvre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas prendre le pauvre? Un démuni. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui dépend des autres. D'accord? Par définition. S'il n'a pas, il demande aux autres qu'on lui donne. Ouais, c'est ça la définition d'un pauvre. Donc un pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas se retrouver avec lui-même. C'est difficile. Il n'a pas de chez lui. Il n'a pas de maison. Il n'a pas d'occasion d'être lui-même. Il est toujours dépendant des autres pour manger, pour dormir, pour trucs. Donc qu'est-ce qu'il a pris Korach? Korach, il est allé prendre le pauvre, ouais, et il en a fait un pouvoir. C'est ça le pouvoir de la gauche. Le pouvoir de la gauche, c'est quoi? C'est de prendre tous les pauvres, ouais, tous les gens qui ont un problème, d'accord? Tu prends les LGBT, tu prends les trucs, tu prends le machin, tu prends chacun, et t'en fais un pouvoir. T'en fais une revendication, t'en fais une idéologie. Et c'est eux qui vont t'amener le pouvoir. C'est par eux que tu vas avoir le vote. C'est par eux que tu vas avoir la direction. C'est par eux que tu vas créer. Ouais. Ce qu'on appelle le pouvoir du peuple, les prolétaires. Ouais. Korach, qu'est-ce qu'il a fait pour remettre en cause, on va dire, la hiérarchie que la Torah elle donne? C'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas un pouvoir qui revendique un pouvoir ici dans ce monde. C'est pas qu'on revendique la terre d'Israël pour dire j'ai la terre d'Israël et comme ça moi j'ai une terre contre les autres. Non. C'est quoi? Hein? C'est un pouvoir qui révèle le pouvoir véritable. Moshe Rabbeinu, le Kohen Gadol, ouais, Aaron, il n'est pas là pour revendiquer un pouvoir pour dire c'est moi qui suis en place. Non. Il est là pour refléter un pouvoir qui n'est pas de ce monde. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Quand il a vu que lui, il n'était pas dans cette hiérarchie, il n'était pas dans cette boucle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un nouveau pouvoir. Et ce nouveau pouvoir-là, c'est le pouvoir de la dispersion. Il est allé prendre les pauvres. Il dit, vous pouvez pas avoir pouvoir. C'est impossible. Un pauvre, il est dépendant des autres. Un pauvre, il n'existe pas par lui-même. Il n'a pas de chez lui.
C'est marqué que quoi? Que le pauvre il est considéré comme un mort. Ouais. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il dit non, c'est bon. C'est vous les... Vaikar Korach, Kachet Aresh, il a pris le pauvre, et il a dit, mais on est tous pareils. Ouais, il n'y a pas de différence. On a tous entendu la Torah. Pourquoi tu veux faire une différence entre celui qui donne et celui qui reçoit? Ouais. Ça, c'est exactement la galoute dans laquelle on est depuis la Révolution française qui nous a amené, après la Shoah, ouais, qui nous a amené à cette pensée-là, qui est une pensée qui est de plus en plus, qui se précise de plus en plus, à être une opposition à ce qu'on appelle le roi, ouais, le Meler. Une opposition, de plus en plus, ça se dessine comme étant une opposition au Meler HaMashiach, le roi Mashiach, celui qui va incarner la royauté divine. Elle se construit, ce royaume est en train de se construire. Et on voit comment il se construit de manière tous les jours un peu plus forte, un peu plus forte, un peu plus forte. Ouais. Où il a un pouvoir tellement puissant que quoi, que même chez nous, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Même chez nous, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Ouais. C'est ça la grande tristesse. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est préoccupés par ce pouvoir-là complètement imaginaire, qui est un pouvoir que comme si ici, dans ce monde-là, on pouvait l'avoir. Dans ce monde-là, on pouvait incarner ce pouvoir-là. Et c'est ça que Rachid, dès le départ, c'est ça que la Torah, dès le départ, elle nous dit. Non, non, non. Le travail du monde, le travail des Juifs, c'est quoi? C'est certainement pas de prendre une terre. C'est certainement pas d'avoir une terre. Le travail des Juifs, c'est de montrer que quoi? Que toute l'histoire des nations amène à la Torah et les mitzvot. Rien n'échappe à la Torah et les mitzvot. De cette manière-là, ouais, alors on a une réponse à donner aux nations. Si tu montres que quoi? Que rien qui est extérieur à la Torah ne revient pas à la Torah, ouais, si tu montres pas ça, alors les nations, elles ont raison. L'istimatem, vous êtes des voleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à voir. Ni toi, ni moi, on a à voir. On n'est pas dans le même monde. On n'a rien à faire tous les deux ensemble. Par contre, si tu montres que quoi? Que l'histoire des nations, le monde, la matérialité n'a de sens que parce qu'elle se dirige vers la Torah, parce qu'elle révèle la Torah, alors là, tu as tout t'as tout ton droit, et c'est comme ça que quoi? Que tu as une place ici dans ce monde. Tu as un makom dans ce monde. Tu as un lieu dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est ça toute la légitimité d'un lieu dans la matière. C'est justement ce lieu qui révèle la direction du royaume d'Hachem. Ouais, c'est marqué dans la paracha que vous avez lue cette semaine, dans la paracha de Korach, cette même paracha. C'est marqué que quoi? Que comme ils ont voulu attaquer les Lévim, ouais, juste pour comprendre, il y a eu la faute des explorateurs. Mais dans les explorateurs, il n'y avait pas de Lévi. Dans les 12 tribus qui sont partis faire l'exploration, il n'y avait pas de Lévi. Donc les Lévis, ils n'ont pas fauté. Ouais. À quel moment ils ont fauté les Lévim? Avec Korach. Hein? Alex? Qu'est-ce que t'as fauté? Non, ils n'ont pas fauté. Avec Korach. Korach, c'était un Lévi. Tout de suite après la faute des explorateurs, on nous raconte la faute de Korach. Voilà. Et donc Korach, il a fauté, il était un Lévi. Dans cette même paracha, qu'est-ce qu'on dit? Bizarre. On dit quoi? Les Lévis, ils n'ont pas de part en Israël. Ils n'ont pas le droit d'acquérir une terre en Israël. Si demain un Lévi, il achète un morceau de terre en Israël, on le frappe. C'est marqué. Le Rambam, ouais, économise ton argent. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si un Lévi il achète un morceau de terre en Israël, on le frappe. Pourquoi? Parce qu'il transgresse un lave, il transgresse un interdit. Ouais, le Lévi n'a pas le droit d'acheter une terre en Israël, parce qu'il n'a pas de part sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est censé étudier la Torah. Logique, c'est ce qu'on a dit depuis d'abord. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui est dans la Torah et les mitzvot. Si on avait commencé le livre de la Torah par les mitzvot, on n'aurait jamais parlé de la terre. C'est l'istinothème, vous êtes des voleurs. À quoi vous jouez? Vous étudiez la Torah et vous voulez avoir une part? De quoi? Tu veux le beurre et l'argent du beurre? Tu veux être spirituel et à la fois matériel? Tu veux étudier la Torah et être riche? De quoi ça sert? Ça marche pas comme ça. Ouais, ça c'est pas bon ça. Le Lévi, il n'a pas le droit d'avoir une part. Ouais, il y a un Rambam dans Ilchot Jvit, dans Zraïm. Ou Zmanim plutôt. C'est Zraïm. Ouais, c'est bien, Dans Ilchot Shmita.
Kol Shevet Lévi Muzarim Shelo Yinchalou Beretz Kenaan. Toutes les tribus de Lévi sont averties dans la Torah de ne pas avoir de part de la terre de Canaan. De même, ils sont aussi avertis de ne pas prendre part au butin lorsqu'ils vont conquérir les villes. Ouais. Ils n'auront pas de part avec les autres tribus d'Israël. Aussi bien une part dans le butin qu'une part dans la terre. Etc. Ou ben Lévi au Kohen shenatal chelek babiza loke. Un Lévi ou un Kohen qui a pris une part dans le butin, on le frappe. Et s'il a pris une part dans la terre, alors on le fait sortir de cette terre. Pas le droit d'avoir une terre. À cause de quelle faute? Il n'y a pas de faute. C'est un Lévi, il est consacré à Dieu. Quelqu'un qui est consacré à la Torah et le Mitzvot, il n'a pas de part. Mais la terre des Lévi'im des Arémiklat, rien à voir. Arémiklat, t'as raison. Arémiklat, mais c'est pas une propriété. Arémiklat, c'est un devoir. C'est une, comment dire, c'est un dû qu'il doit, au Béné Israël. Ouais, c'est un dû qu'il doit au Béné Israël. Que là-bas, c'est un endroit où les Golim, ceux qui ont tué sans faire exprès, alors ils vont là-bas et ils sont rééduqués. C'est des villes de rééducation. Ouais. Mais elles appartiennent aux Lévi ou quoi, non? On les donne aux Lévi'im, mais c'est pas leur propriété. C'est pas leur propriété. Maintenant, regarde, écoute ça. Ça va très loin. Il dit, il me semble que quoi? Que ces choses-là ont été dites seulement sur les terres sur lesquelles il y a eu une alliance. La terre d'Israël. Les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les Yehoshua Benem et Nitralka Lahem. Sur lesquels il y a eu une alliance que quoi? Qu'on doit avoir un héritage pour leurs enfants. Ouais, et qu'on doit leur partager. Donc toi, rien du tout. Aval Shar Kol Aratzot, par contre, les autres terres. À Aubervilliers, c'est bon. Ouais, écoute. Donc c'est pas une histoire. Regardez, vous voyez bien d'ici que c'est pas une histoire que non, c'est un curé qui n'a pas le droit de se marier. Non, c'est Aval Shar Kol Aratzot, c'est lié à la terre d'Israël. Aval Shar Kol Aratzot, mais toutes les autres terres, chez Kovesh Melech Mimalche Israël, qu'un roi d'Israël va conquérir. Are Akwanim Alevim Botam Aratzot ou Babizata Kechol Israël. Ces autres terres-là qui ne font pas partie de la terre d'Israël, mais que David Améler, par exemple, Souria, ou des autres territoires qui ne font pas partie de la terre d'Israël, alors là, ils ont le droit de prendre une part. Donc c'est dingue. C'est la terre d'Israël seulement qu'ils n'ont pas le droit. Ouais. Maintenant, il te dit pourquoi ils n'ont pas eu de part dans la terre d'Israël et dans le butin. Ils m'échavent avec leurs frères. Parce qu'il a été séparé pour servir Hachem. Les charteaux de le servir, ou le horod drachav ayesharim mishpatav atzadikim larabim, d'enseigner ces chemins droits, noten leasher yashar be'enav mishpatav atzadikim larabim sheneemar yoru mishpatecha liYakov et toratecha l'Israël efikar uvdelu midarke haolam. C'est pour cela qu'ils ont été séparés du chemin, des habitudes du monde. L'orechin milchama, ils font pas la guerre, keshar Israël avec les bénis Israël. Velo nochalim, velo zochin, ils vont pas conquérir la terre. Velo zochin leatzvan, ils méritent pas une part pour eux, bekoar begoufan, par le biais de la force de leur corps. Et le marloquet là? Il n'y a aucune marloquet. Tout va bien. À part si tu te disputes avec des gens qui sont pas le Rambam, mais avec le Rambam, il n'y a pas de marloquet. Et là, Emchel Hashem Shenema, Barech Hashem Chelo. Eux, leur armée, c'est l'armée d'Hachem, comme c'est marqué, Barech Hashem Chelo. Ouais, béni Hashem, leur armée. Veu Baruch ou Zoché Lahem. C'est Hachem qui leur donne une part. Shenemar, Ani Chelkecha Venachalatecha. Moi, je suis ta part et moi, je suis ton héritage. Ouais. Velo Shevet Lévi. Et ça ne concerne pas seulement la tribu de Lévi, Bilvad. Ouais. Et la Kol Ish Ve Ish. Chaque homme, Mikol Bayolam, qui vient dans le monde, du monde, peu importe d'où, Hachernat Varucho, que lui-même il veut faire comme les Lévis, Vevinu Midaou, il a compris que quoi, l'Ibadel, la mode, l'Ifin Hachem, de se séparer, de se consacrer à Hachem, les charteaux, le servir, ou le servir, les DA, afin de savoir, de connaître et Hachem. Et Allah Yachar, il part dans le chemin droit, Kemo, Sha'asaou, Elohim, etc., etc., etc. D'accord? Donc on voit d'ici que quoi, que c'est pas qu'une histoire maintenant. Oui, il y a des obligations. Eux, ils échappent à cette obligation complètement. Les Lévi'im sont hors concours. Ouais. Donc, Bikitsour, on a réussi, au travers de cette étude, à réunir toutes les problématiques dans lesquelles on est, nous, aujourd'hui. Dans notre exil, nous, d'aujourd'hui. C'est évidemment pas par hasard si dans cet exil-là se croisent plusieurs ingrédients.
l'ingrédient du pisour, l'ingrédient de la dispersion, c'est qu'il n'existe plus d'endroit dans lequel on est vraiment chez nous. C'est marqué que quoi qu'à la fin des temps, même les Bate Midrash deviendront des bêtes znout, des lieux de znout, des lieux de perdition, des lieux de... Comment c'est possible une chose pareille? Dans tous les cas, même chez nous à la maison, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Et donc c'est évident que quoi que là où on devrait être le plus unis, là où on devrait être le plus nous-mêmes, ce lieu-là qui est censé être le lieu qui nous révèle pleinement aux yeux des nations, eh bien c'est le lieu qui, au contraire, nous disperse, c'est le lieu qui nous divise, ouais, comme on n'a jamais été divisé. Et comme par hasard, ouais, le victoire, c'est-à-dire la dispute qui nous divise le plus, c'est quoi? Non, c'est comment ça se fait que les Lévi'im, ils prennent pas part à la terre d'Israël. Ouais. Comment se fait-il que quoi? Que ceux qui sont consacrés à la Torah et les mitzvot, eh bien, ils participent pas eux aussi, ouais, à l'acquisition de la terre d'Israël. C'est évident, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire l'aveugle, il peut faire l'aveugle, ouais. Mais quelqu'un qui est honnête, il voit que quoi que ce qui se passe maintenant, c'est un vrai combat, non pas contre ceux qui étudient la Torah, mais avec un vrai combat idéologique de vouloir rester dans un exil où le pisour, où la dispersion est le maître et le roi. Dans le but que quoi? Que justement on ne puisse pas retrouver cette unité. Dans le but que quoi? Qu'on ne puisse pas, être rattaché à la direction dans laquelle on devrait se retrouver. La seule direction dans laquelle on est, c'est le Lévi. La seule chose qu'on ait à faire, c'est de montrer qu'il y a un lien entre la terre d'Israël, entre la matérialité et ceux qui étudient la Torah. L'enjeu le plus principal, aujourd'hui, je vous donne un truc, une info, c'est quoi? C'est que les yeshivot en Israël ont beaucoup de mal en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de donateurs. Comme l'étude de la Torah est devenue de moins en moins populaire, ouais, évidemment, en partie liée à cette dispute-là qui est complètement ridicule et qui est inverse, ouais, au sens d'Israël, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils ont moins d'argent. Les yeshivot, elles récupèrent moins d'argent. Donc, on peut moins étudier la Torah. Ouais. C'est évident que tout est lié. C'est évident que c'est un... Et pourquoi? Parce qu'on est de moins en moins nous-mêmes. On est de moins en moins nous-mêmes. Un juif qui ne soutient pas la Torah. C'est-à-dire, normalement, on doit travailler pour qu'il y ait des gens qui étudient la Torah et qu'on leur dit non, toi, tu n'as pas de part dans la terre, donc tu ne participes pas. Mon honneur à moi, c'est quoi? C'est que tu ne participes pas. Parce que c'est grâce à toi qu'on va pouvoir construire cette direction qui est en vérité le seul but d'Israël, c'est de créer un lien entre l'histoire des nations et la Torah et les mitzvot. C'est ça toute la Torah. Toute la Torah elle a été construite de cette manière-là. Bereshit, mitzvot. L'histoire des nations se dirige vers la Torah et les mitzvot. Comment on doit étudier la Torah? Aujourd'hui, même dans l'étude de la Torah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on met en valeur dans l'étude de la Torah? La dispersion. Le type, il connaît un maximum de références, de trucs, de machin. Mais quand tu lui parles de profondeur, il n'est plus là. Le seul travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de favoriser le travail. Comme ça, il dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit que l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est d'aller du prat au klal. C'est d'aller des détails aux généralités. C'est-à-dire que comment on étudie un texte, on l'étudie de manière à le rattacher, ouais, au texte principal. Comme ça, le Gaon de Vilna, il étudiait. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On étudie un texte, on étudie un sujet, et on va chercher sa source dans la Torah. Et quand on a trouvé sa source dans la Torah, on va chercher le mot qui rassemble le plus, ouais, toutes les idées. Et après, on va chercher, ouais, la lettre qui va. C'est-à-dire, toute l'idée, c'est de pouvoir contenir la Torah dans un Echad, dans un 1, qui est un 1 de l'intimité, qui a un lien de ce qu'on appelle la tzniut. Ouais. C'est-à-dire, on souffre de ça profondément. C'est-à-dire, il faut comprendre la souffrance dans laquelle on est. C'est-à-dire, normalement, ouais, les filles d'Israël, les Bat Israël, les femmes, en réalité, c'est marqué que les femmes, elles sont censées justement éviter ce pisour. Elles sont censées éviter cette dispersion. Aujourd'hui, c'est les femmes qui nous dispersent, plus. Ouais, mais normalement, la femme, c'est quoi? Ouais, attends, il y a marqué... ouais.
Les femmes, elles sont censées, ouais, c'est marqué que quoi que les olam, Rabbi aussi dit, les olam lo karati et ishti. Ishti est la bêtise. De ma vie, j'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. Ouais, la femme, elle est censée être akeret bait. C'est elle qui, comment dire, qui construit la maison. De telle manière que quoi, que le mari, c'est la dispersion. Zachar, en hébreu, c'est la même gematria que bracha, bénédiction. La multiplicité. L'homme, il est dans la dispersion. C'est lui qui sort dehors, qui se disperse, des trucs. Quand tu rentres à la maison, tu es censé avoir une femme qui te recentre, qui te recadre, qui t'a dit « Oh, calme-toi, bonhomme, ici, tu es chez toi. Ouais. Ici, tu es avec toi-même. Tu n'es pas avec tes copains, tu n'es pas avec ton business. Ici, tu rentres dans ta maison. Ouais. » Ça, c'est ce que ça c'est. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzara de Ishmaël, il a amené. Ouais, Ishmaël, c'est connu que son Yetzara, c'est la Pritsout. Ouais, Pritsout. Et comment dire? Et le Yetzara d'Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené doucement, doucement à ce que nos femmes s'affaiblissent également avec nous-mêmes, puisque nous-mêmes, on est aussi participatifs. Et ça s'affaiblit doucement, doucement. Ce recentrage, ce recadrement. Aujourd'hui, c'est les femmes qui réclament de sortir, qui réclament de se disperser, qui réclament. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Les hommes, ils vont chercher de l'argent pour pouvoir amener les femmes à se disperser encore plus et satisfaire cette dispersion encore plus. Ouais, c'est un concours, ouais, mais c'est pas un reproche, c'est juste pour dire dans l'état dans lequel on est. Ouais, l'état dans lequel on est. Je dis pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ouais, mais je dis juste que quoi, qu'il faut bien constater les choses. Ouais, bien constater les choses. Le but, c'est pas de courir sans arrêt vers cette dispersion-là. On nourrit pas cette dispersion. Il faut au contraire la maîtriser, la diminuer, la réduire un maximum. Et ce qu'on doit donner comme importance à notre femme, c'est pas combien elle va rayonner chez les autres, mais combien elle va se concentrer sur sa maison. Comment elle va nous ramener, elle va nous reconcentrer. Où on voit ça avec Sarah Imenu. Sarah Imenu, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il avait un projet de chesed, il avait un projet de générosité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il avait Ishmaël comme fils. Et Hachem lui dit, tu sais quoi, je vais te donner la terre d'Israël à ta descendance. Il dit, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait d'Ishmaël? Ishmaël aussi, j'aimerais bien qu'il soit dans le plan, j'aimerais bien qu'il soit dans l'histoire. Et Hachem lui dit, mais je vais te donner un fils, laisse tomber Ishmaël, mets l'autre côté. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a Sarah. Elle voit Ishmaël se comporter pas comme il faut. Donc elle va voir Abraham et lui dit, écoute, je veux plus. Ça y est, maintenant qu'on a Yitzhak, tu me vires Ishmaël de la maison, je veux plus le voir. Alors Abraham, il se met en colère, il est pas content. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il est dans la dispersion. Il est à l'extérieur, il est dans le projet, il est dans l'idéologie. Maintenant, quand tu rentres chez toi à la maison et que tu vas voir Sarah, où Sarah, elle est concentrée, Sarah, elle se préoccupe que son mari soit lui-même et qu'il soit pas dispersé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, non, vire-moi Ishmaël, ça correspond pas à ton projet. Ça, c'est pas toi. Et Abraham, il va se plaindre auprès d'Hachem, et Hachem lui dit, non, mais elle a raison, c'est vrai, c'est pas toi, ça te correspond pas. Ça, c'est le rôle des filles d'Israël. C'est ça le rôle que l'on doit donner à nos filles, de nous recentrer, sur sur la Torah et les mitzvot. C'est elle qui éduque nos enfants à la Torah et les mitzvot, qui les amène au Talmud Torah. C'est elle qui, Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au contraire, plutôt que s'occuper de notre maison, je parle même c'est la dynamique aujourd'hui. Tu peux voir partout des femmes qui, au contraire, vont disperser, vont diffuser, vont diffuser. Ça, c'est pas ça la Torah d'Israël. C'est pas ça le travail d'Israël. Le travail d'Israël, c'est de se recentrer sur la maison. C'est important de lutter contre ce Yetzirah là. Évidemment, c'est-à-dire, je parle pas du téléphone, parce que c'est le Aleph Bet, c'est l'évidence. Mais il est certain que jamais on a connu ça. Jamais on a connu qu'on pouvait. C'est-à-dire, avant, on avait la possibilité de se retrouver chez soi et de pouvoir se reconcentrer. Aujourd'hui, on ne te laisse plus le faire. C'est fini. C'est-à-dire, tu peux te retrouver avec toi-même et être partout dans le monde à la fois. Regarde comment fonctionne cet objet. C'est un objet que tu peux voir tous les sujets défiler. Et c'est de ça qu'on est dépendant. C'est-à-dire, tu vas chercher, hop, un sujet, hop, tu passes à un autre sujet. Hop, tu passes à un autre sujet. Et hop. Comment tu peux être partout à la fois comme ça? T'es dispersé. Tu as cette nouvelle-là, les Hadashot, le truc, le machin. Et à la fin,
tout est balayé. Tout est balayé, ouais. Donc, oui, le téléphone, mais à l'extérieur de la maison. Ouais, c'est-à-dire, c'est symbolique ce que je dis. Je suis pas en train de donner des directives. Je dis, à la maison, essayer de pouvoir avoir un moment où on se ressent sur soi-même. Déjà, ça, c'est, comment dire, c'est fondamental. Plus on avance, plus vous allez voir que ça va être le sujet qui va nous démolir, qui est en train de nous détruire profondément. Ouais. À tous les niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. Aussi bien à la fois dans les écoles, ouais. Aujourd'hui même dans les écoles c'est comme ça. C'est-à-dire même dans l'enseignement c'est comme ça. Tu vois, avec les maîtresses, avec les trucs, leur préoccupation c'est de donner un maximum d'éléments. Jamais on fait ça, c'est n'importe quoi. La meilleure éducation que tu peux donner à ton enfant, c'est quoi? C'est de concentrer sur les éléments nécessaires sur lesquels il va approfondir, il va se concentrer, il va aller plus loin, il va créer de la curiosité. Non, nous aujourd'hui on fait... Ouais, c'est très rentré dans les mœurs aujourd'hui que quoi qu'une bonne école, c'est une école qui propose du numérique, qui propose un maximum de, comment dire, de propositions, de trucs, machin. C'est tout à fait l'inverse de l'éducation. Tout à fait l'inverse de l'éducation. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien en prendre conscience, parce que c'est comme ça qu'on va construire les générations à venir, qu'on va se construire lui-même. Et ça a des conséquences, évidemment, de la même manière qu'au micro, ça se passe comme ça, dans le macro aussi, ça se passe comme ça. Si on veut qu'il y ait la paix en Israël, si on veut que les gens se recentrent sur l'essentiel et qu'une évidence puisse se faire entendre, plutôt que, que l'évidence aujourd'hui, c'est quoi? L'évidence, c'est quoi? C'est que ceux qui étudient la Torah, ils servent à rien. Ils participent pas aux efforts de guerre, ils participent pas aux efforts d'Israël. C'est pas des citoyens comme les autres. Boucha, c'est la honte. C'est la honte. Il n'y a pas plus honteux que ça. C'est-à-dire, comment on peut dire... C'est ça la fierté d'Israël. C'est comme ça qu'on peut répondre aux nations. On a des juifs qui étudient la Torah, c'est ça ta fierté. Au contraire. Quand tu pars en guerre et que tu fais ce travail-là, la seule chose qui fait que ça a un intérêt, c'est parce que tu protèges des juifs qui étudient la Torah. Si tout le reste, qu'est-ce que ça va avoir? C'est à pleurer. Mais qui souvent, et tout ça, c'est lié à un seul principe, le pisour, la dispersion. Ouais. Le monde est inversé. Le monde, il s'est inversé. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est quoi? C'est de se moquer de ceux qui étudient. Au contraire. Non. Pourquoi? Parce que, voilà, l'essentiel, c'est d'élargir un maximum les éventualités, les possibilités, les machins. Bref, il faut travailler sur la profondeur, travailler sur l'approfondissement. Je vois, c'est déjà de plus en plus, quand on parle aux jeunes, les générations font qu'il y a de moins en moins de capacité à entendre, de moins en moins de capacité à se concentrer, de moins en moins de capacité à approfondir et avoir du goût pour l'approfondissement. Ça se voit, c'est criard. Ça fait de la peine. Tu dis, ouais, je comprends pas. C'est pas agréable de goûter à quelque chose qui a du sens, mais en profondeur, que plutôt que de faire éclater dans tous les sens des sujets, et des machins et des trucs. Comme des qui sortent. Ok. C'est vrai. Azak. Exact.